On y va? Vas-y. Allez, vas-y, démarre. De toute façon, le monde... Bonjour et bienvenue à cette conférence dédiée à la qualité d'usage dans les établissements médico-sociaux. Alors aujourd'hui, vous le savez, le secteur médico-social se caractérise par des contraintes importantes autant que diverses, des contraintes financières, des contraintes de surface, de recherche foncière, de prise en charge de la dépendance et de la perte d'autonomie. Dans ce contexte, lors de la conception de projet, il est parfois difficile de garder à l'esprit les notions de bien-être et de qualité de vie du résident et du personnel. Il est délicat de concevoir des établissements avec des lieux de vie ouverts, des lieux d'échange, des ambiances accueillantes et chaleureuses, des espaces privatifs personnalisés, ainsi que des structures certes médicalisées et sécurisées, mais qui tendent davantage vers des concepts de résidence hôtelière. Alors dans ce contexte et depuis son origine, Axio Architecture travaille dans le domaine médico-social, autant dans le secteur du handicap que pour l'hébergement de personnes âgées ou à caractère social. La qualité de vie dans les établissements, le confort des résidents, la fonctionnalité facilitant le travail des personnels restent au cœur des préoccupations d'Axio Architecture et de ses collaborateurs. Alors pour évoquer ce soir les enjeux de ce secteur en matière d'architecture, nous accueillons Patrick Puget et Philippe Boirin, architectes. Bonsoir messieurs. Et on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, quelles sont les contraintes du secteur médico-social lorsque l'on souhaite améliorer l'efficience de la prise en charge de la dépendance et de la perte d'autonomie ? Bonsoir à tous. Nous avons choisi donc un thème effectivement qui est un peu un thème général, un peu transversal plutôt qu'un projet, pour faire un retour sur nos quelques années d'expérience, effectivement, plus de 25 ans dans le domaine médico-social. Donc c'est plus lancer des idées et vous en faire part, et on espère effectivement un retour de la salle et des échanges peut-être après sur le stand. Sur les contraintes du domaine, bon, ben, elles sont bien connues, on en a d'ailleurs pas mal échangé depuis 2 jours avec les intervenants du secteur. Elles sont d'abord réglementaires, ça on les connaît, on les intègre. Parfois le réglementaire se superpose, haute qualité environnementale, accessibilité handicapée, sécurité incendie. On a parfois des couches de superposition qui ne vont pas forcément dans le sens d'une qualité d'usage extraordinaire pour les personnes âgées. Sur la contrainte principale est évidemment financière. Alors, ce qu'on peut en dire, nous, comme architectes, c'est qu'on est évidemment maintenant et de plus en plus toujours challengés. On a toujours évidemment des budgets qui restent limités. On essaie dans nos programmes de mettre le plus de moyens possible sur la prise en charge des résidents, leur confort et sur le travail et les déplacements des personnels. On pense qu'on fait sur un projet actuellement, on est obligé de faire des choix, on est obligé de mettre l'accent sur certains points, et ça peut se faire évidemment qu'en accord avec le futur gestionnaire. Et voilà, donc des arbitrages pour répondre aux contraintes fonctionnelles et aux contraintes budgétaires. Pour y répondre, bien sûr, le plus favorable, c'est d'avoir des financements qui soient ad hoc. Ce qu'on remarque, c'est que les financements sont de plus en plus difficiles à obtenir en termes de subventions pour notamment le secteur associatif, le secteur à but non lucratif pour lequel on travaille en général. Et c'est donc une contrainte qui pèse de façon importante sur l'opération. On est souvent moins bien doté, on a vu les présentations des projets hospitaliers, on est souvent moins bien doté en foncier que les projets hospitaliers, on n'est pas sur les mêmes emprises foncières. On a une recherche de foncier qui est souvent compliquée, notamment en Île-de-France, où la pression financière et foncière est forte. Donc on n'a pas toujours des terrains de très 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 bonne qualité. Et ça, c'est un point important dans nos démarrages de projets. Les parcelles sont souvent contraignantes. On a parfois des terrains en pente, des nuisances, de bruit, etc. Donc c'est à traiter dans le cadre du projet.
On a plutôt en région, en province, en région, de meilleures opportunités qui sont souvent offertes par les collectivités d'un foncier moins cher qui nous permet d'avoir de plus grandes parcelles, des aménagements paysagers plus intéressants et surtout un bâtiment qui se développe dans un cadre plus favorable. On va dire quelques mots sur le management de projet. Oui, allô, ouais, bonsoir. Une des contraintes aussi, c'est la complexité, enfin le nombre des opérateurs, parce que souvent, le gestionnaire n'est pas le maître d'ouvrage. On travaille beaucoup pour des associations, des fondations. Même certaines collectivités publiques font appel à des bailleurs sociaux. Ça fait un filtre de plus entre l'essence du projet et puis sa réalité. Outre la contrainte financière, le bailleur social n'a pas toujours les mêmes préoccupations que les utilisateurs finaux. Donc on essaye de créer avec notre maître d'ouvrage une passerelle vers le gestionnaire de façon à pouvoir intégrer ces vraies contraintes et en fait qui ne sont pas des contraintes, qui sont simplement des besoins et la finalité du projet, puisqu'on s'attache beaucoup à la qualité d'usage, mais quand on ne connaît pas intrinsèquement l'usage du bâtiment, on a un peu de mal à l'anticiper, à l'appréhender. Donc souvent dans le cadre de concours, on répond sur la base d'un programme qui est élaboré de façon un peu abstraite, souvent détaché du vécu ou des intentions de vécu du futur gestionnaire, du futur utilisateur. Ce n'est pas une critique que je fais auprès des AMO, c'est difficile de lire dans le marc de café. Souvent, les opérations mettent 2, 3, 4 ans à voir le jour. Donc l'AMO ou celui qui fait le programme imagine des choses. Les personnes changent, elles évoluent, les usages, les normes changent, donc il faut les intégrer. Et puis quand on répond à un concours, on est parfois à côté de la plaque. Ce qu'on essaye de faire chez Axio, c'est une fois qu'on a gagné le concours, quand ça arrive, c'est de se replonger sur la conception du projet avec le gestionnaire et l'utilisateur pour recaler le plus possible aux besoins et surtout quand on parle de qualité d'usage, c'est la finalité du bâtiment. Il ne faudrait pas la rater, quoi. Que dire de plus ? C'est tout. Alors comment traduit-on aujourd'hui la notion de bien-être et de qualité de vie en architecture ? Écoutez, merci de me poser la question tout d'abord. C'est vrai que c'est un thème, ce thème est rarement abordé explicitement dans les programmes, qui souvent sont avant tout quantitatifs, avant tout performantiels, et ça laisse peu de place à cette notion. C'est à nous, avec les utilisateurs, effectivement, de remettre cette notion au centre du projet. Mais on peut dire que c'est une question fondamentale de l'acte de construire qui se pose à tout programme, et pas seulement au programme médico-social. Simplement, sur ces programmes-ci, on a affaire à des personnes fragilisées, personnes âgées, personnes handicapées, enfants handicapés, adultes handicapés. Et donc, effectivement, le bien-être et la qualité de vie pour ces personnes-là dépendent beaucoup de l'outil qu'on va leur donner et du bâtiment qu'on va leur donner. Elles auront peu de possibilités elles-mêmes d'agir en autonomie sur le bâtiment, sur la chambre, sur le salon. Voilà, donc en quelque sorte, elles subissent le bâtiment qu'on va leur offrir. Et pour ne pas qu'elles le subissent, il faut qu'il soit le plus bienveillant possible. Si on aborde les besoins primordiaux de la personne, on s'est fait un petit mémo. Alors certains besoins primordiaux dépendent un peu de l'architecture et d'autres non. La santé, par exemple. On a entendu dire récemment, la santé, c'est les autres. Donc ça nous interpelle, parce qu'effectivement, c'est... là, on parle surtout des personnes âgées, mais également des personnes handicapées. L'isolement est un facteur, effectivement, de dégradation de la santé dans les maisons de retraite, par exemple. Et donc, on essaie de faire des établissements qui favorisent le lien social, qui favorisent les rencontres, qui favorisent les échanges, même dans les circulations, même dans les unités de vie, pas seulement sur les pôles centraux, mais un petit peu partout dans l'établissement.
Voilà, qu'on ait des lieux de rencontre et d'échange, des circulations fluides et des ambiances dans les locaux adaptés à l'activité. On sait très bien que un espace trop grand, une salle à manger un peu froide, etc., ne permettra pas aux personnes d'y rester aisément et d'y réaliser des activités. Donc c'est un souci d'échelle aussi qui se pose sur la création d'espaces collectifs. On a été amené à travailler sur certains établissements sur les déficits sensoriels cela fait partie du projet de gérer les déficits sensoriels, mais aussi de satisfaire les sens. On a, si on liste les sens, la vue, donc nécessité d'offrir de la lumière, mais nécessité aussi de maîtriser l'ensoleillement. Les personnes handicapées sont souvent très sensibles à un fort ensoleillement. Les personnes âgées également, elles ont tendance parfois, quand on leur crée de très grandes baies dans les chambres, à les refermer pour partie avec les volets. Donc pouvoir cadrer les vues, maîtriser l'ensoleillement, pouvoir s'adapter aux différentes heures du jour et de la saison. Voilà. Pour la vue, on ne peut pas le traiter comme un équipement public traditionnel où on va chercher à tout baigner de lumière. On va être beaucoup plus mesuré, à notre avis, sur ce type d'établissement. Concernant l'ouïe, l'ouïe c'est l'oreille, c'est d'abord le calme. Le bruit intérieur, et ça on le voit beaucoup dans les établissements pour personnes handicapées, le bruit intérieur peut générer de la violence, peut générer évidemment de la fatigue, à la fois pour les résidents et pour le personnel. Quand on interroge les personnels dans les établissements, les masses ou les femmes, les personnels qui s'occupent au quotidien des personnes handicapées, la question acoustique est une question qui revient extrêmement souvent. Alors il y a le calme, mais à l'inverse, avec nos normes actuelles et l'isolement acoustique que l'on apporte au bâtiment, entre chambres et séjours, etc., là on revient à l'idée de rompre l'isolement. Ce qu'on remarque quand on se promène dans les établissements, c'est que les portes des chambres, par exemple, sont souvent ouvertes. Et elles ne sont pas seulement ouvertes pour des questions de surveillance, elles sont ouvertes aussi parce que les personnes ont besoin de se rassurer et de ne pas s'enfermer dans une chambre de 20 mètres carrés qui est un isoloir où on n'entend plus aucun bruit de la rue, plus aucun bruit de l'établissement. Donc voilà, donc un subtil équilibre, là encore, entre le calme, l'absorption acoustique des locaux et le besoin de ne pas trop isoler les gens qui sont, alors là, pour le coup, extrêmement souvent malentendants. Sur le toucher, on décrira surtout, évidemment, les matières, des matières agréables, des matières non agressives, puisque on peut se cogner très souvent au mur, etc. Sur les matières, on voit que certains exposants qui font des recherches et qui essaient de sortir un petit peu des matières habituelles que l'on rencontre sur ce type d'établissement. Voilà, c'est un sujet important à notre avis, on en parlera tout à l'heure, de trouver les matériaux adaptés. Le goût et l'odorat. Alors sur le confort olfactif, c'est une des cibles de la haute qualité environnementale et on confirme, il est important d'aller un petit peu au-delà des normes concernant la ventilation des locaux pour des raisons que tout le monde pourra facilement comprendre. Pour le goût, évidemment, ça dépend plus tellement de l'architecture. Le goût, c'est avant tout le goût culinaire. Simplement, on a de plus en plus d'échanges sur nos établissements sur la question de la restauration. Comment fait-on la cuisine à l'extérieur, en interne? Contrairement à l'hôpital, on est sur des échelles d'établissements plus petits, donc la question d'une cuisine de production peut se poser. Et la réponse va souvent dans l'affirmative, c'est-à-dire oui, cuisine de production, même si ce n'est pas très rentable, parce qu'il faut que les repas soient faits sur place, qu'ils soient adaptés évidemment aux personnes auxquelles ils s'adressent, hachés menus, etc., les régimes.
Et le sujet, c'est aussi les grandes salles à manger, les petites salles à manger, et c'est aussi la cuisine au même niveau que les salles à manger, qu'on puisse sentir l'odeur de la cuisine assez tôt dans la journée, ce qui est assez agréable, ou au contraire, la cuisine plutôt dans un pôle de service, et on va livrer à différents endroits du bâtiment les repas. Le quatrième thème qui nous semble important, qui touche pas tout à fait à l'architecture, mais quand même un peu, c'est le thème de la sécurité. Alors, au-delà de la sécurité incendie qui touche l'architecture, au-delà de la sécurité des personnes handicapées, les seuils, etc., il y a tous les sujets sur le contrôle d'accès, sur le contrôle anti-fugue, sur le contrôle de chute, qui est un sujet sur lequel on échange très régulièrement avec les gestionnaires d'établissements. C'est au centre de leurs préoccupations parce qu'en fait, les accidents en établissement, bien plus que l'incendie, c'est souvent la fugue qui crée l'accident dramatique. Et enfin, dans la qualité d'usage, ce n'est pas un thème sur lequel on pourrait vous montrer une série de photos, mais l'intégrité et l'intimité de la personne sont des thèmes également abordés avec les gestionnaires d'établissement. Ça peut se traduire par des façons d'entrer dans un local, dans des façons de montrer, de cacher, de tamiser tel ou tel espace. Voilà pour un rapide tour des qualités sensitives. Ouais, ce qu'on peut rajouter, c'est que la notion de bien-être et la notion de qualité de vie, le retour que peut en avoir l'architecte, c'est pas les utilisateurs finaux, c'est pas les résidents qui vont leur donner, c'est le personnel. Donc nous, on réagit à ce que quelqu'un nous dit, mais ce quelqu'un interprète déjà le bien-être et la qualité de vie de quelqu'un d'autre. Donc c'est délicat. On base beaucoup de nos réponses sur l'expérience et sur le retour d'opérations antérieures. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on se sent toujours mieux quand on a un endroit confortable, chaleureux. On se sent toujours mieux quand il n'y a pas de bruit. On se sent aussi toujours mieux quand il y a un peu de vie et qu'il y a un petit peu de bruit. Et en fait, la difficulté, c'est de créer des espaces un peu variés dans des institutions où ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la contrainte financière, ou dans des institutions où la tendance, c'est plutôt à paupériser les surfaces. Ça veut dire qu'en fait, on souhaiterait offrir des lieux différenciés, adaptés à chaque fonction, ou qui puissent s'adapter à différentes fonctions. On n'a pas toujours la faculté de le faire parce que les surfaces ne le permettent pas. Il faut que l'utilisateur final soit capable d'adapter. On mutualise des locaux. Voilà, c'est des solutions. Mais le retour sur le bien-être et sur la qualité de vie, c'est le personnel qui nous ou les soignants qui nous la donnent. Hein. Alors, quelles sont les particularités de ces lieux de vie afin de les rendre plus accueillants et chaleureux ? Notre conviction, c'est qu'il faut personnaliser les lieux. On est avant tout dans un logement. Donc, nous, on essaie et on s'est intéressé d'ailleurs à tout ce qu'on nous proposait ici, on fait attention d'une part on remarque l'uniformisation des matériaux employés dans ce type d'établissement. On est souvent dans le tout PVC, sol, mur, protection murale, main courante, etc. On trouve que les produits ont des palettes de teintes qui sont assez limitées, donc on a parfois du mal à trouver des harmonies. Voilà, donc la première chose, c'est pour nous aller à la recherche de produits qui soient un petit peu différents de ce qui est proposé usuellement sur le marché, tout en répondant bien sûr aux normes au niveau du classement des matériaux, de sécurité incendie, de non-glissance pour les sols, d'adaptation au handicap, etc. Une des particularités du handicap, c'est que ce sont des séjours extrêmement longs. La durée de vie d'une personne en établissement pour adultes handicapés peut être de 30 ou 40 ans, voire plus.
Donc là, on n'est plus du tout alors, dans l'EHPAD avec un séjour qui va de 1 an, 18 mois à 3 ou 4 ans. On est dans des séjours extrêmement longs. Dans tous les cas que le séjour fasse soit 2 ans, 3 ans ou 30 ans, on est bien dans un substitut du logement. Donc, on essaie sur les établissements, on montrera des photos après, de personnaliser les chambres, de personnaliser les salles d'eau, de personnaliser les unités de vie sans tomber dans l'unité verte, l'unité bleue, l'unité rouge, d'avoir voilà, des lieux, au-delà même du repérage, d'avoir des lieux qui soient appropriables. L'autre chose qu'on prend en considération, c'est le fait qu'un établissement va évoluer. Donc on ne livre pas, a priori, on ne livre pas un établissement tout neutre, tout blanc, en se disant, comme ça, il ira pour tout le monde. Il doit être personnalisé, puis évoluer au fil du temps, la personne partant ou la personne changeant de goût ou la famille de la personne ayant envie de refaire une chambre. Donc c'est une notion quand même qui nous rapproche là d'un logement privatif. Ouais, ben, je vais redire un peu la même chose. Sinon, qu'il y a des locaux collectifs, c'est des lieux communs, même si c'est pas un lieu commun. Et puis, il y a des locaux privés. On a une conviction, c'est que la chambre, c'est le seul espace vraiment intime et vraiment privatif d'un résident. Comme Patrick le disait, un handicapé peut y passer 20 ans, 30 ans, avoir une chambre toute blanche, facilement lavable, c'est pas forcément très marrant. Donc nous, on essaye de personnaliser. Tous les endroits privatifs sont différents sur l'esprit. Enfin, on voit quelques images derrière d'aménagement de chambres. On varie les plaisirs. Les lieux communs, les locaux collectifs, c'est un peu pareil. On essaye d'avoir une variété de lieux de séjour ou de repas tels qu'un résident change d'ambiance quand il passe d'un atelier à une salle à manger, que ça soit pas des espaces stéréotypés partout. Voilà. Alors, comment intégrez-vous aujourd'hui l'hôtellerie dans les structures médicalisées ? Eh ben, c'est une bonne question, c'est même un peu ambigu parce qu'un établissement dans lequel on passe 30 ans, c'est pas un hôtel. Un hôtel, on n'y séjourne que quelques jours. Donc, on essaye de l'intégrer dans ce que l'hôtellerie a de plus agréable, c'est-à-dire d'être accueillant, d'être chaleureux, facilement repérable. On aimerait bien rentrer dans un hall de maison d'accueil spécialisée ou d'EHPAD comme on rentre dans un lobby d'hôtel, surtout de luxe, c'est plus agréable, avec un comptoir. Malheureusement, c'est toujours pareil, on est contraint par des dispositions budgétaires. Donc on fait ce qu'on peut. Et puis alors il y a un autre point, c'est que le médico-social, il n'y a pas de connotation d'image de marque, d'identité visuelle. Chaque établissement est un prototype. On le répète jamais. Il est unique. La contrainte, c'est non seulement l'argent, mais c'est aussi le terrain. Des fois, on rentre par le nord, des fois, on rentre par le sud. Donc, la notion d'hôtellerie, elle est uniquement traitée dans dans l'ambiance des locaux qu'on crée. Et on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut créer des espaces variés, accueillants et chaleureux, avec des matériaux les plus similaires à ceux qu'on aimerait avoir chez soi, plutôt qu'à ceux qu'on aimerait avoir dans des lieux publics dans lesquels on passe que quelques heures ou quelques jours, quoi. Monsieur Puget. Oui, le repérage. Ce qu'on remarque, c'est que l'architecte, d'ailleurs, certains fournisseurs sont venus nous voir sur des stands, sur du mobilier, sur des rideaux, sur des stores. L'architecte est malheureusement sur ces établissements assez peu souvent associé au choix de l'ensemble de la décoration. Ça nous distingue de l'hôtellerie et on le regrette parce qu'on pense qu'on pourrait faire un travail avec des compétences d'ailleurs peut-être complémentaires à intégrer dans nos équipes, un travail sur l'ensemble de l'aménagement des établissements. Ce qu'on peut dire d'autre, c'est que
bon, à notre avis, les différents espaces sont, comme on le disait tout à l'heure, à concevoir en fonction de l'usage. Bien penser l'usage, la mutualisation, utilisation par petits groupes, par grands groupes, cosy, plus ouverts. On remarque que les grandes salles à manger sont souvent pas très bien vécues. En cela, on peut se rapprocher de la restauration et de l'hôtellerie qui sait bien recréer des sous-espaces plus chaleureux, etc. Donc même s'il y a du handicap, même s'il y a du déplacement difficile, voilà, il ne faut pas hésiter à recouper un petit peu les grandes salles pour qu'elles soient agréables à vivre. On essaie d'offrir des espaces de qualité, d'usage différents et surtout qu'ils soient bien positionnés dans l'établissement. On sait qu'un salon au bout d'un couloir sera très peu utilisé, donc on sait qu'il faut surtout bien placer les espaces collectifs sur des nœuds de circulation, vers les ascenseurs, etc., pour que l'usage en soit favorisé. On a une petite image, oui là on a montré une image bon, qui est simplement significative d'un travail qu'on voudrait poursuivre. C'est qu'on avait créé avec l'association une association sur une unité pour personnes Alzheimer. On a fait un travail spécifique sur la tête de lit pour qu'elle soit très facile d'accès et qu'elle s'intègre à l'ensemble de la chambre. Alors là, évidemment, elle est présentée prototype avant d'être meublée par ailleurs. Mais voilà, c'est pour dire qu'il peut y avoir un travail spécifique qu'on aimerait, nous, le plus poursuivre avec les maîtres d'ouvrage et les gestionnaires d'établissement pour adapter les choses au type de handicap et au déficit de mobilité des personnes âgées. Merci. Alors pour conclure avec vous, quelle est votre vision de l'EHPAD de demain ? On va peut-être se lâcher un peu. Pas très optimiste parce que ça se standardise à outrance. On utilise tous les mêmes matériaux, tous les mêmes couleurs. On est challengé pour les surfaces. Les pâtes de demain, ça a tendance à devenir un produit un peu stéréotypé, un peu toujours le même. La seule différence, elle est imposée par la forme du terrain, les accès, l'orientation, la pente. Donc on le regrette nous un peu en tant qu'architecte, c'est que on considère l'EHPAD comme un lieu technique, mais en fait c'est aussi un lieu de vie. Il y a des gens qui sont dedans, les séjours sont variés, les pathologies ont tendance à être de plus en plus lourdes. L'EHPAD de demain, il ne faudrait pas que ça devienne simplement un outil de fin de vie sans humanité, que ça ne soit que un instrument de travail pour accompagner la personne âgée. Ça peut être nos parents, ça peut être n'importe qui. Je ne sais pas qui dans la salle, dans l'assistance, souhaiterait mettre ses parents dans un EHPAD tel qu'on les fréquente souvent, quoi. On voudrait avoir un peu de verdure, un peu de soleil, un peu de vie. Peut-être qu'il faut travailler plus dans des projets avec d'autres programmes mutualisés, faire alors on dit intergénérationnel. On peut trouver plein de vocables pour définir que l'EHPAD c'est pas un entonnoir. Il y a des gens qui viennent. Il faut aller voir les personnes âgées. Donc ces anciens, voilà, j'aimerais que ça soit pas ce que c'est en train de devenir et que l'humanité se donne un peu les moyens d'être humaine, quoi. Monsieur Puget, votre vision de l'EHPAD de demain ? Alors pour revenir simplement sur les tendances peut-être qu'on observe, effectivement il y a un petit peu il y a cette tendance de stéréotypes un petit peu qui nous guettent avec des ratios de surface, des ratios en tout genre. Ce qu'on voit, c'est que les personnes y entrent pour autant de plus en plus dépendantes. Les troubles Alzheimer sont de plus en plus fréquents. On en discutait ce matin avec un établissement. C'est quasiment 70% des résidents qui ont des troubles apparentés Alzheimer. Du coup, l'unité fermée, l'unité dite protégée telle qu'on la conçoit depuis quelques années, n'est peut-être pas la réponse
dans l'avenir. Et nous, on commence à travailler sur des établissements où il n'y a plus d'unité protégée, mais c'est tout, en fait, c'est tout l'établissement qui est adapté et protégé en quelque sorte, et adapté donc à la déambulation, à la désorientation, et protégé pour que les personnes ne se mettent pas en situation de risque vis-à-vis d'elles-mêmes et vis-à-vis des autres. L'autre tendance, évidemment, c'est l'avancée technologique, la domotique, l'assistance numérique. Voilà, on en a parlé tout à l'heure, le contrôle d'accès, de chute, les chemins de lumière que l'on peut rendre automatiques entre le lit et l'espace sanitaire. L'intégration de la télémédecine, voilà, donc ça, ce sont des sujets qui, évidemment, d'ailleurs, sont développés sur le salon. C'est ce qu'on constate, on va vers cela pour les établissements. Maintenant, pour nous, en tant qu'architectes, effectivement, et le point principal, ce qui nous apporte avant tout, c'est que le projet d'établissement, l'architecture, ça soit un projet de vie. Voilà, on ne souhaiterait pas que l'EHPAD de demain soit de plus en plus construite pour elle-même, sur son précaré, et très peu ouverte sur la ville, sur le quartier. Et alors qu'on pense que l'EHPAD, au contraire, même si elle accueille les gens sur les dernières périodes de leur vie, peut servir peut-être d'appui, de point central dans un quartier vis-à-vis des personnes vieillissantes, les accompagner, aider les aidants, etc. Faire entrer plus d'accueil de jour, plus d'échanges, voilà. L'intergénérationnel, on en voit un tout petit peu, mais très très peu. On a des confrères belges dans la salle. On s'est promis d'aller visiter quelques établissements en Belgique parce que, et je crois qu'il y a aussi le Danemark là, qui est cité sur le salon. On a l'impression, alors c'est une question de mise en place des financements, de donneurs d'ordre, etc. On a l'impression qu'en France, les choses sont très cloisonnées. Et nous, si on peut participer à des programmes décloisonnés, on sera évidemment ravis de le faire. Merci beaucoup, messieurs, pour votre vision de l'EHPAD de demain. Peut-être avez-vous des questions dans la salle ? En tout cas, vous pourrez rencontrer Axio Architecture sur son espace qui lui est réservé à l'issue de cette conférence. C'est la fin de cette deuxième journée sur le village des architectes. Rendez-vous dès demain, 10h, avec Sud et Cétri Cétaé pour évoquer le Medipôle Lyon-Villeurbanne. À demain, merci. Architecte. Voilà, j'ai inventé un appareil que j'ai déjà placé dans des hôpitaux, parce que c'est très joli vos hôpitaux. Et il y a combien de mètres entre la salle qui est là et la salle qui est là-bas? Alors ça, c'est pas c'est intéressant. C'est important. Je cite un exemple d'un hôpital où j'ai vendu des appareils. Le personnel, c'est-à-dire que vous avez un